République démocratique du Congo, dans le nord Kivu, les communautés ethniques et religieuses sont mobilisées pour sensibiliser les jeunes enrôlés dans les milices et les inciter à déposer les armes. Leurs initiatives interviennent alors que le président Joseph Kabila a lancé un ultimatum aux rebelles. Les groupes armés doivent déposer les armes volontairement avant que l'armée ne s'occupe d'eux. Il est prévu qu'après l'éradication des rebelles du M23 et des ADF Nalu, qui font l'objet d'attaques des forces congolaises dans le territoire de Béni, ce sera au tour des FDLR rebelles hutus-rwandais. Et à en croire Kinshasa, toutes les milices congolaises qui sèment la terreur dans le Nord Kivu subiront le même sort. Depuis Goma, notre correspondant Primo Pascal Roudaïgua. Les représentants des différentes communautés ethniques ont reçu le mot d'ordre du chef de l'État qui ne veut plus entendre l'existence de groupes rebelles et de milices au Nord Kivu. Plusieurs jeunes de la communauté Nande sont recrutés dans différentes milices de Maï Maï, Télésphore Karonde et les représentants de cette communauté. Il faut que les enfants quittent la brousse. Ce n'est plus le temps de nous battre. Nous, on se battait contre un ennemi commun et nous l'avons bouté dehors. Maintenant, c'est le moment de nous développer. Nous devons faire les champs, on doit faire l'élevage, on doit élever les chèvres, les vaches, faire les champs. Mais les armes, non, ça n'a plus de place vraiment dans nos communautés sur Nord Kivu. La milice Nyatura est de l'obédience Hutu. Emmanuel Ndimubanzi interpelle ses frères. La communauté Hutu est la communauté qui a payé le plus lourd tribut. Depuis toutes les guerres qui ont tué ici, la quasi-totalité des déplacés que nous avons, les enfants qui n'étudient pas, ce sont les nôtres. Donc ces jeunes gens qui sont là-bas, qui ne pensent pas que demain, on va passer l'éponge sur les atrocités, les crimes qu'ils sont en train de commettre. S'ils persistent dans cette voie, ils vont subir la puissance de feu des FARDC et ça sera tant pis pour eux. La milice APCLS de Janvier Moraïri, active dans le territoire de Massissi, est assimilée au Houndé. Docteur Hangi est le représentant de cette communauté. Le message adressé à Janvier, c'est un message que nous lui avons déjà adressé à plusieurs reprises. Mais lui aussi, là où il est, il n'a jamais manqué de raisons pour se comporter comme il se comporte. C'est pour ça que nous disons qu'il faudrait peut-être qu'on lui dise pour la dernière fois qu'il n'y a pas de raison qu'il continue à rester là où il est. Il faudrait qu'il donne l'occasion aux jeunes gens qui sont avec lui de réintégrer l'armée ou de se faire intégrer dans la société autrement. Et que ce problème de guerre ou d'insécurité dans le territoire où ils sont se termine définitivement. À Walikale, c'est la milice Ndouma Defense of Congo de Tcheka qui sème la terreur. Mizaba Touaha est ressortissant de ce territoire. Ceux qui veulent l'armée, la porte est ouverte pour qu'ils puissent entrer dans l'armée. Ceux qui veulent la police, la porte est ouverte pour la police. Et qu'il n'y a pas de conditions parce que le pays a besoin de la paix. Et réellement, la population de Walikale aussi, généralement, toute la population a besoin de la paix. La paix n'a pas de prix, nous devons amener la paix, chacun à ce qui le concerne. Et nous devons prêcher la paix pour tout le monde. En plus des communautés ethniques, les églises sont aussi mobilisées pour mettre fin aux atrocités dans la province du Nord Kivu. L'abbé Arsène Mounembwe dirige une caravane de paix qui sillonne les différents territoires. Derrière le groupe, il y a l'esprit que nous voulons injecter, qu'on avait commencé depuis les années 90, dans le même objectif de voir comment une génération qui est la nôtre peut vivre dans l'acceptation mutuelle, dans l'amour mutuel, sans différence, malgré nos différences des communautés, des religions. Goma, Primo Pascal Roudaïgua, La Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Nous recevions dans notre édition de Midi Temps Universel le chef de la MONUSCO, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, qui connaît bien Bukavu, le Sud Kivu et le Nord Kivu aussi, bien sûr. Nous lui avons demandé, alors que le mouvement M23 semble ne plus représenter de danger en tant que groupe armé dans la région, où il en était aux côtés des troupes congolaises des FARDC dans la lutte contre les rebelles rwandais des FDLR qui sévissent essentiellement dans le Nord Kivu et qui ont été placés en tête de liste des priorités de la MONUSCO pour cette année 2014. On écoute Martin Kobla. On a deux groupes qu'on combat maintenant, conjointement avec les FARDC, c'est l'ADF au nord, ça déroule maintenant. Mais aussi les FDLR, les plans opérationnels pour un combat contre les FDLR, se sont prêts, on est en discussion avec les FRDC. Le chef maintenant, il a un arrêt de La Haye, il doit se rendre à La Haye, on n'a rien
à négocier politiquement. C'est un groupe qui a terrorisé la population à l'est du Congo. Ils doivent démobiliser, désarmer et se rendre à la justice ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité. Vous avez dit que vous ne souhaitiez pas de combat contre les FDLR. Cela dit, il se peut que vous soyez obligé de participer à des opérations musclées. Est-ce que l'instauration de la brigade spéciale de la MONUSCO est une aide, un appui dans les opérations qui se fait sentir? On a maintenant, avec les brigades d'intervention, un nouvel instrument. Mais ça ne veut dire pas qu'on veut combattre. On a combattu contre le M23. Et à la fin du jour, on a atteint, conjointement avec les FRDC, la fin militaire du M23, pas comme mouvement politique, mais comme mouvement militaire. Et c'est le cas avec tous les groupes armés, parce qu'on a le mandat du Conseil de sécurité d'offensivement neutraliser aussi avec la force tous les groupes armés. Ce maintenant aussi y inclut les FDLR, les ADF et les autres groupes Maï-Maï. Et alors le commandant des forces de la MONUSCO a indiqué hier que la MONUSCO entendait renforcer sa présence dans une autre province, celle du Katanga. Voilà, au Katanga. Dans le sud-est du pays, le gros quart sud-est de la RDC. Voilà, c'est un territoire qui a la grandeur d'Espagne ou de la France. Alors c'est très très vaste, mais on a des groupes Maï-Maï, Katanga qui terrorisent la population. Ils ont incendié 3 villages il y a 3 semaines. J'y étais, j'ai vu les villages incendiés, les gens qui ont été torturés, les femmes qui étaient violées. Ça, c'est pas acceptable. On a que quelques éléments de la force de la MONUSCO là, ce sont 400 soldats casques bleus du Bénin, mais c'est pas tellement suffisant. Nous avons décidé de déployer des forces spéciales de l'Égypte à Puerto. C'est le fameux triangle de la mort. De la mort, oui. Là, il faut vraiment montrer aussi qu'on est en position de combattre aussi les Maï-Maï Katanga. C'était Martin Kobler, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, chef de la MONUSCO, qui nous a... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Au Katanga, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, tourne à la catastrophe humanitaire selon l'ONU. Le Katanga est le théâtre d'exactions commises par des groupes qui réclament notamment une meilleure répartition des richesses entre le nord et le sud de la province, voire l'indépendance de la région. Au micro d'Anne-Claude Martin, Yvon Edoumou, porte-parole de l'Office de coordination des affaires humanitaires de l'ONU en RDC, décrit la situation au Katanga. Alors, c'est une situation assez inquiétante. Au cours de ces 3 dernières années, depuis 2011, le nombre de personnes qui ont dû fuir leurs maisons, leurs habitations à cause de l'insécurité a augmenté de près de 50 000 en mars 2011. Nous sommes aujourd'hui à plus de 400 000. C'est le résultat d'une insécurité ambiante, c'est-à-dire on a des pillages, des agressions physiques sur des personnes. Évidemment, il faut aussi parler des viols. On a des cultures, des champs qui sont saccagés. Il faut aussi ajouter à cela des cas de maladies, de choléra, de rougeole. Quelles sont vos craintes à l'heure actuelle? La crainte principale, c'est en fait une détérioration de cette situation qui force encore plus de gens à se déplacer, plus de communautés à ne plus avoir à leurs moyens de ressources, à leurs moyens de subsistance, et qu'on se retrouve avec une crise humanitaire beaucoup plus grave, beaucoup plus aiguë. Quelles sont vos priorités pour endiguer cette crise humanitaire? Pour nous, Katanga, c'est évidemment d'augmenter l'aide humanitaire que nous apportons, tant en termes de nourriture, en termes de médicaments, en termes d'accès à l'eau, en termes même de protection physique, c'est-à-dire des personnes, leur permettre de vivre dans des endroits où ils seront à l'abri des groupes armés. Et là, je fais évidemment allusion aux enfants, aux jeunes, aux enfants qui sont très facilement endoctrinés et recrutés dans des groupes. Mais il est aussi important de garder aussi en tête, il faut commencer à réfléchir aussi à des solutions plus durables qui vont contribuer au relèvement, au redressement de ces communautés qui ont souvent tout perdu. Certes, d'un côté, il y a l'action humanitaire qui est une action d'urgence, mais tout en sauvant des vies aussi, il faut penser à des solutions beaucoup plus pérennes parce que le Congo en a besoin gravement.
Yvon Edoumou, porte-parole de l'OCHA en RDC. Il nous parlait donc de la situation au Katanga. Infozapping du mardi. République démocratique du Congo, l'UDPS d'Étienne Tshisekedi s'inquiète de la détention prolongée de son vice-président. Bruno Kibaki du Kasaï oriental avait été interpellé il y a plus d'un mois. Le gouvernement avait d'abord nié son arrestation avant de reconnaître sa détention. En attendant, Bruno Kibaki est toujours aux arrêts et sans jugement. Idriss Fall a joint Augustin Kabouya, porte-parole adjoint de l'UDPS à Kinshasa. Le vice-président fédéral, M. Bruno Kibaki, est en détention par la simple volonté de M. Ngoï Kassange. Puis ça fait pratiquement un mois et quelques semaines qu'il est en détention sans jugement. La mère avait fait semblant de l'amener devant les juges et jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Le 30 janvier, on l'avait amené devant les juges comme le 16. On avait dit qu'il n'était pas assisté par les avocats. Il fallait renvoyer son dossier à 2 semaines, c'est-à-dire au 30 janvier. Arrivé au 30 janvier, parmi les dossiers retenus pour être traités, son dossier ne figurait pas parmi les dossiers. Et même son nom n'était même pas sur la liste. Comment pouvez-vous imaginer un responsable politique arrêté au niveau de la province, transféré dans la capitale? Un mois après, on ne retrouve pas son nom sur la liste ni son dossier. En conclusion, pour nous, l'UDPS, nous avons dit qu'il est prisonnier politique de M. Ngoï Kassanji, le gouverneur PPRD du Kasaï oriental. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche? Mais apparemment, il avait tenu des propos dans une radio là-bas, dans le Kasaï, non? Non, il a été invité dans un débat contradictoire avec un membre du PPRD. Comme son contradicteur n'avait pas d'argument, c'est ce qui n'avait pas du tout arrangé M. Ngoï Kassanji. Si vous voulez bien remarquer, menez vos enquêtes, vous allez trouver que parmi les 11 gouverneurs de 11 provinces, il n'y a que le fameux Ngoï Kassanji qui se comporte comme un chef coutumier qui ne respecte pas les lois de la République. Auparavant, quand vous avez posé la question à Mende, il vous avait dit qu'il n'y a pas eu des arrestations au niveau de l'intérieur, la démocratie est autorisée ici, la liberté d'expression, mais par après, il avait fini par accepter que effectivement, le vice-président fédéral de l'UDPS Mbujimaï a été arrêté et acheminé ici à Kinshasa. Voilà, c'était Augustin Kabouya, porte-parole adjoint de l'UDPS à Kinshasa, joint par Idriss Fall. Et maintenant, les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. Je vous rappelle que leurs messages photos et vidéos sont sur Facebook et sur le site lavoixdelamérique.com. Charlie Kasereka pour 100 citoyens journalistes à Voix de l'Amérique à Goma. À Goma, des actualités dominent. Il s'agit tout d'abord d'un match amical de football qui a opposé ce dimanche à Gisenyi, des clubs vétérans, Moulindi de Kigali et Vieille Gloire de Goma. Le score était de 5-0 en faveur de l'équipe du Rwanda. Pôle Institute, institut interculturel dans la région des Grands Lacs qui a organisé cette rencontre de football, a signalé que ce match était dans le cadre des rapprochements des peuples du Rwanda et de la RDC. Et pour cet institut interculturel, ce n'est pas les résultats qui comptent, mais le raffermissement des relations entre ces deux peuples voisins. Mirugi Nestor, citoyen journaliste à Voix de l'Amérique à Kisangani, a levé le mardi 18 février courant l'étudiant Mathieu Kandela, 3e doctorat en médecine de l'université de Kisangani, Inikis, a été retrouvé abandonné par ses bourreaux dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 février à côté du terrain de football de la faculté de psychologie au cœur du campus central de l'Inikis. Se trouvant dans un état comaté, Mathieu Kan a été immédiatement acheminé à l'hôpital du cinquantenaire de Kisangani pour des soins au regard des tortures qu'il a subies durant la période de son kidnapping. Pour le moment, les torchons brillent entre la coordination des étudiants de l'Inikis et leur comité de gestion. En cause, la coordination des étudiants exige la guérison de leurs collègues avant la reprise des examens du premier semestre, exigence que rejette les comités de gestion. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Démocratique du Congo, les opérations militaires contre les rebelles ougandais de l'ADF se poursuivent dans la région de Béni, dans l'est du pays. Des opérations qui ne sont cependant pas sans conséquences pour les populations civiles. À Béni, un reportage de notre correspondant Jean Cagnognou. Ces opérations militaires menées par l'armée congolaise sont saluées par la population de Béni, excédée par les exactions commises depuis des mois par les différents mouvements rebelles.
Cependant, la force et présence des militaires congolais dans la région n'est pas faite pour rassurer tout le monde. Cet homme qui souhaite garder l'anonymat est le chef de l'un des 30 quartiers que compte la ville de Béni. Nous les chefs, nous n'avons pas la force de nous battre contre les militaires. Les autorités doivent prendre des dispositions en envoyant ces militaires au front, qu'on les retire de la population car ils tracassent cette population. Ces cris de cœur est aussi relayé par des activistes des droits humains. David Kirongozi est chargé de monitoring au sein de l'ONG Centre international de formation en droits humains et développement. Il nous parle ici des démarches entreprises en faveur de la sécurité en milieu urbain alors que les opérations militaires se déroulent en milieu rural. Nous avons déjà fait les recommandations au niveau de l'autorité locale, les premiers citoyens de la ville. C'est bien lui le patron de tous les services compétents. On attend seulement la réaction de M. le maire. Nous sommes les activistes des droits humains. Nous sommes là uniquement pour montrer notre indignation en faveur du peuple. Et pour pallier cette situation, le commandant du premier secteur de l'armée congolaise à Béni dit avoir pris certaines dispositions. Colonel Dieudonné Mouhima. J'ai reçu l'ordre de ma hiérarchie et nous sommes en train de travailler sur ça pour remettre l'ordre dans la ville de Béni et ses environs. À la population, je demande de rester calme et d'évacuer à ses occupations. Bientôt, nous aurons le résultat de ce que nous sommes en train de faire. Pendant ce temps, l'armée congolaise dit avoir libéré certains villages qui étaient sous occupation des rebelles ougandais des ADF. John Kanyunyu a béni pour la Deutsche Welle. Info zapping du mercredi. Début ce mercredi à Kinshasa du sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Le président congolais prend la présidence tournante de l'organisation, mais ce qui fait grand bruit, c'est plutôt la présence depuis hier d'Omar el-Béchir dans la capitale congolaise. Le président soudanais est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui auraient été commis au Darfour, au Soudan. La RDC a ratifié le traité de Rome qui crée la CPI et devrait légalement arrêter M. Béchir. Alors, 8 associations congolaises ont porté plainte symboliquement auprès du procureur général pour demander son arrestation. Nicolas Pinault a joint à Kinshasa Maître Georges Kapiamba, président de l'association congolaise pour l'accès à la justice. Nous demandons son arrestation parce qu'il y a toujours des mandats d'arrêt lancés contre lui par la Cour pénale internationale. Nous sommes aussi conscients des obstacles qui sont principalement liés au manque de volonté de la part des autorités congolaises à pouvoir s'engager résolument dans la lutte contre l'impunité conformément à leurs propres engagements. Bon, cela ne peut pas nous empêcher à ce que nous puissions, nous, en tant qu'organisation qui militons pour la lutte contre l'impunité, de faire notre travail. Nous faisons notre travail. Nous demandons aussi à la communauté internationale d'agir. Et déjà, aujourd'hui, nous sommes très contents des efforts qui ont été fournis déjà au niveau de la Cour pénale internationale. Nous espérons que d'ici demain, nous aurons de bons résultats. Georges Kapiamba, président de l'association congolaise pour l'accès à la justice. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. 2 jours de travaux pour le 17e sommet des chefs d'État du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, à Kinshasa en République démocratique du Congo. Les dirigeants discuteront de la mise en œuvre de la zone de libre-échange du COMESA et de l'avancement de son union douanière. Des associations, 90 au total, en ont profité pour demander l'arrestation d'Omar el-Béchir. Le président soudanais, arrivé hier à Kinshasa, est poursuivi par la Cour pénale internationale de Kinshasa, Lubunga Biaombe. Dans un communiqué rendu public hier en fin de soirée, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme demandent au gouvernement congolais d'arrêter le président soudanais Omar al-Béchir et de le déférer devant la Cour pénale internationale. Georges Kapiamba, l'un des signataires de ce communiqué, précise que plusieurs États africains ont déjà eu à interdire le séjour sur leur territoire de M. al-Béchir, poursuivi par un mandat d'arrêt international pour des présumés crimes commis au Darfour à l'ouest de son pays. Joint au téléphone, le porte-parole du gouvernement a non seulement confirmé la présence à Kinshasa de M. al-Béchir, mais Lambert Mende a également noté qu'il est hors de question d'arrêter le président soudanais, car selon lui, la République démocratique du Congo considère ses engagements vis-à-vis de l'Union africaine aussi
pertinents que ceux de la communauté internationale et que le président soudanais a le droit de participer à un sommet qui discute du développement dans la région. Parmi les chefs d'État qui participent au sommet de Kinshasa, il faut noter l'Ouganda Yoweri Museveni, le Zimbabwéen Robert Mugabe, ainsi que leurs collègues de Djibouti, de Zambie et du Malawi. Le Kenya et le Burundi sont représentés par leur vice-président, alors que le Rwanda a délégué son premier ministre. Notons enfin que la COMESA est une organisation économique qui s'étend de l'Égypte au Swaziland et à laquelle ne participent pas la Tanzanie et l'Afrique du Sud. Kinshasa, Lubunga, Bia-Ombe pour BBC Afrique. Kigali n'a finalement pas obtenu de Paris l'extradition de 3 Rwandais soupçonnés d'être impliqués dans le génocide de 1994 qui a fait 800 000 morts. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, la MONUSCO a formé le 22 février 80 officiers militaires sur les droits de l'homme et les violences sexuelles à la base de Kamina, à plus de 700 km au nord de Lubumbashi, capitale de la province du Katanga. Cette formation a notamment porté sur les droits civils et politiques, les droits de la personne détenue et sur les notions sur les infractions de violences sexuelles. Les militaires, souvent accusés de violer les droits de l'homme, sont appelés à les respecter, les protéger et les réaliser. Les explications de Denise Maillot de Radio Kapi. C'est dans la salle de la messe des officiers de la base militaire de Kamina, Baka, que sont réunis plus de 80 officiers FARDC. Ils reçoivent des notions de base sur le droit de l'homme, notamment les droits civils et politiques, les droits de la personne détenue et les notions sur les infractions de violences sexuelles. Les militaires, souvent accusés de violer les droits de l'homme, sont appelés à les respecter, les protéger et les réaliser. Maître Bertrand Kabembele, officier des droits de l'homme de la MONUSCO, rappelle aux militaires qu'ils ont aussi des droits, sauf les droits politiques. Il est prévu une formation des formateurs dans les prochains jours. Depuis Kamina, Denise Mayo, Radio Okapi. Info zapping du jeudi. Scandale hier à Bukavu, au sud de Kivu, au Congo, donc, où les acteurs de la société civile ont claqué la porte après avoir estimé être humiliés et menacés par le gouverneur de la province. C'était la rencontre d'installation de l'entité de liaison des droits de l'homme au sud Kivu. Cette structure est un organe qui doit réunir les autorités et acteurs de la société civile, y compris les partenaires, pour discuter de la situation des droits de l'homme en province. Reportage de Jolie Kamuntu. Les membres de la société civile, dont la plupart sont des défenseurs des droits de l'homme, s'insurgent contre les propos proférés à leur égard par le gouverneur de province en présence de plusieurs invités, notamment quelques agents de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Descartes Mpongue, président du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, note que l'autorité provinciale considérait dans la salle certains acteurs de la société civile comme des fauteurs à nos troubles jusqu'à les menacer. Malheureusement, l'autorité provinciale est venue dire qu'elle profitait de cette activité pour régler intellectuellement des comptes, entre autres avec nous. Et il a dit même que il y a beaucoup de fauteurs à nos troubles, y compris les acteurs de la société civile, et il allait même procéder aux arrestations. Ça fait plusieurs mois qu'il est en train de revenir sur ces discours. S'il faut arrêter les gens, qu'il les arrête au lieu de que tout le monde reste maintenant suspect. Et peut-être ça, ce sont des techniques pour enfreindre à la liberté, intimider les gens pour qu'ils aient peur. La société du Sud Kivu pense qu'il est temps que l'autorité change de discours, car la paix aujourd'hui acquise chèrement est le fruit des efforts de toute la population du Sud Kivu, les autorités y compris. Nous pensons qu'il est temps de trouver un cadre pour lever ces malentendus qui règne, que l'autorité devra peut-être essayer un peu de changer le discours, parce qu'elle ne devrait pas méconnaître le travail important abattu par les ONG des droits de l'homme. Si aujourd'hui la situation des droits de l'homme sera appréciée ou bien évaluée au niveau de Genève, c'est parce qu'il y a un travail en amont qui a été fourni par le gouvernement, mais aussi par les ONG des droits de l'homme. Et donc, ce partenariat, c'est une imposition à travers les textes internationaux que la RDC a adhéré. L'entité des liaisons des droits de l'homme au Sud Kivu a été quand même installée, malgré que les acteurs de la société civile aient vidé la salle. Bukavu, Jolie Kamuntu, la voix de l'Amérique. Merci Jolie Kamuntu. Et maintenant, cap sur le Togo, où on passe au 100 citoyens journalistes.
Fiston Mahambalarousse, journaliste et citoyen de la VOA à Béni. Certains ex-militaires d'IM-23 non éligibles à l'amnistie se déclarent prêts à affronter la justice internationale conformément à la recommandation du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Cette volonté de voir ces ex-militaires d'IM-23 répondre de leurs actes devant les juridictions internationales a été proposée par Tchombe Diteng, auteur des 5 moyens de conciliation pour la résolution de la crise à l'est de la RDC à travers la mise en place d'une justice traditionnelle avec des juridictions internationales transitoires. Ces ex-militaires d'IM-23, officiers et sous-officiers, dont la plupart sont réfugiés en Ouganda, ont fait savoir leur intention d'affronter la justice à travers leur avocat, Maître Mambakasiwa Antoine, ce mardi à Kampala. Pour ces derniers, ces clients doivent comparaître afin de s'acquérir du sort réservé aux allégations dont ils sont accusés. Pour ce faire, cela doit passer par une justice internationale indépendante, comme suggéré par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme au lendemain des accords de Nairobi entre les gouvernements et l'ex-rébellion d'IM-23. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, le chef de l'État Joseph Kabila a pris ce mercredi 26 février la présidence du COMESA, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, à l'ouverture à Kinshasa du 17e sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation. On écoute Joseph Kabila. Nous devons rendre effective notre adhésion à la zone de libre-échange et aller de l'avant avec détermination et courage pour mettre en œuvre l'union douanière ainsi que le marché commun et davantage faire preuve de volontarisme dans la poursuite de notre programme d'intégration. Dans cette optique, il y a encore un défi important à relever, celui du financement de notre organisation. À ce jour, la grande partie du financement de nos projets et programmes provient de partenaires extérieurs. Cette situation ne saurait durer plus longtemps sans mettre en cause notre indépendance, notre capacité de décider de notre avenir et l'existence même de notre organisation. Je voudrais aussi insister sur la nécessité pour nos États de développer une stratégie efficace d'utilisation des ressources naturelles dont regorge notre région comme levier pour la mobilisation de financement requis pour notre développement et pour la transformation de nos économies. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Début hier à Kinshasa du sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe, le COMESA. Le président congolais prend la présidence tournante de l'organisation, mais ce qui fait grand bruit, c'est surtout la présence d'Omar El-Béchir dans la capitale congolaise. Le président soudanais est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La RDC a ratifié le traité de Rome qui crée la CPI et devrait légalement arrêter M. Béchir. Paul Madidi est le porte-parole du bureau de la CPI à Kinshasa. Nous avons donc rappelé aux autorités congolaises que M. Béchir fait objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui doit être exécuté par un État partie, la République démocratique du Congo, s'entend. Nous appelons les autorités congolaises à exécuter ce mandat d'arrêt, en arrêtant M. Béchir. Nous rappelons les obligations d'un État partie vis-à-vis de la Cour. Un mandat d'arrêt doit être exécuté, notamment par les États parties. Ici, c'est la République démocratique du Congo. Il se trouve qu'un suspect de la Cour pénale internationale, une personne faisant objet d'un mandat d'arrêt, se trouve sur le territoire d'un État partie. Nous faisons notre devoir de rappeler les obligations d'un État partie vis-à-vis de la Cour. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Démocratique du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante est sur la sellette. Dans une pétition, la coalition pour le vrai dialogue, un regroupement de partis d'opposition, exige maintenant la démission de l'abbé Apollinaire Malou Malou. On reproche notamment à l'abbé à la tête de la CENI ses liens avec le pouvoir de Joseph Kabila à quelques mois seulement des élections locales prévues à la fin de l'année. Éric Topona. Oui, Sandrine, selon les initiateurs de la pétition,
pétition, la démarche se justifie. Leur souhait est que les prochaines élections se déroulent dans des conditions optimales et acceptables par tous. Et selon eux, l'abbé Apollinaire Malou Malou n'offre pas à l'heure actuelle des garanties suffisantes pour en assurer la crédibilité. C'est ce que nous explique Martin Failou. Il est le coordonnateur du mouvement Sauvons le Congo à l'origine de la pétition. Il était entendu et recommandé par tous les observateurs des élections du 28 novembre 2011. Avant toute chose, pour continuer le processus électoral en RDC, il fallait procéder à l'audit du fichier électoral. M. Malou Malou a procédé au recrutement du personnel administratif de la CENI. Et la loi dit que pour recruter ces gens, il faut appel à candidature. M. Malou Malou a recruté ses amis à lui et pour ces postes-là. Et alors un autre reproche à l'encontre de l'abbé Malou Malou, c'est d'avoir annoncé l'organisation d'élections municipales locales pour la fin de l'année déjà. Oui, d'autant que les opposants souhaitent d'abord l'organisation des scrutins provinciaux et sénatoriaux, conformément à ce qui a été prévu dans les textes régissant le processus électoral commencé en 2011. Et ce qui divise encore plus, Sandrine, c'est que le président de la CENI propose aussi l'élection des députés provinciaux au suffrage indirect pour l'opposition. C'est en totale contradiction avec l'article 197 de la Constitution. Et comment alors a réagi le principal intéressé, l'abbé Apollinaire Malou Malou, face à ces critiques? Il n'a pas souhaité s'exprimer et se dit serein en promettant de rendre public sous peu le calendrier des prochaines élections. Moi, je ne m'occupe pas de pétitions. Je n'aime pas mon boulot, ça. Je ne m'occupe pas de ça. Et tu appelles à la neutralité. Il n'y a pas de doute. L'affaire de route est là. On est en train de procéder à des consultations. Et à la fin des consultations, l'Assemblée plénière de la CENI va décider. Et pour finir, les résultats des élections précédentes annoncés par la Commission électorale indépendante ont été tous contestés par l'opposition. Merci. Info zapping du vendredi. Place maintenant la rubrique quotidienne des 100 citoyens journalistes en République démocratique du Congo. On écoute Narval Mabila à Lubumbashi. Après plusieurs affrontements autour de Lubumbashi entre miliciens Mai Mai, Bakata Katanga et l'armée régulière, ils sont enfin entrés par surprise avec leurs fusils AK-47, lance-roquettes, lance-flèches et couteaux le samedi 23 mars à partir de la commune de la Rouachi, sous acclamation de la population d'une part et d'autre part, sous la panique de toute la ville suite au retentissement des armes de l'armée régulière. Surprise. Les miliciens Bakata Katanga ont emprunté en groupe la route principale qui mène vers le centre-ville, la chaussée de Kasenga, avec comme objectif d'atteindre le centre-ville et les sièges de l'Assemblée provinciale pour y déposer leurs mémos. L'armée leur a barré la route sur la chaussée de Kasenga, au niveau d'un camp de policiers, camp fabriqué, où il y a eu échange de tirs nourris qui a fait des morts du côté Mai Mai et blessés du côté policier, qui certains d'entre eux ont pris la fuite.